R égale 1 seconde. Pardon? J'ai pas entendu. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, elle a dit RR égale 1 seconde. Et dans quel cas j'aurai RR égale 1 seconde? Dans quel cas? Alors, pour quelle fréquence j'aurai un RR égal à 1 seconde? 60, oui. Du coup, quand j'ai une fréquence à 60, je n'ai pas besoin de la formule, d'accord? Donc, le QT mesuré égale au QT corrigé, ok? Alors, il y a un problème qui se pose quand vous avez un rythme irrégulier. Donc, le RR est variable. Alors, comment calculer le QT? Comment calculer le QT en cas de fréquence irrégulière, en cas de rythme, pardon, irrégulier? Mais là, je sais que vous n'avez pas la réponse. Je vais la dire directement. Alors, quand vous avez un rythme irrégulier, vous cherchez un cycle aussi moyen, ni lent, ni très lent, ni très court. D'accord? On cherche un cycle moyen. On calcule le QT. D'accord? Le QT mesuré. Et on prend RR. Donc, le RR, c'est le cycle qui précède notre QRS. Par exemple, si c'est ça, imaginons que c'est un rythme irrégulier. Hein, d'accord? Si je calcule le QT ici, je prendrai le RR d'avant. D'accord? Avant le QRS, donc avant le cycle où j'ai calculé mon QT. Donc, je prends le RR d'avant. Donc, c'est comme ça qu'on calcule en cas de rythme irrégulier. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Normalement, c'est fini. Donc, on finira donc l'interprétation de CG par une conclusion. Donc, je répète les étapes rapidement. Donc, je commence par voir l'identification de CG, l'heure, la date, d'accord? L'étalonnage. Donc, il faut vérifier toujours que l'étalonnage est correct. Donc, ça ne veut pas dire que plutôt, je dirais qu'il est standard. Parce que je peux avoir un double voltage, un demi-voltage. Dans ce cas-là, je dois interpréter le CG, mais adapter mes calculs donc, en fonction de l'étalonnage. Donc, je vérifie la fréquence, pardon, la vitesse de déroulement de l'ECG. Donc, c'est 25 mm par seconde, donc quand c'est standard. Et puis, je passe à la fréquence cardiaque. Donc, la fréquence cardiaque, on a vu les méthodes. Donc, en général, c'est 300 sur le nombre de gros chaos entre deux cycles, d'accord? Et puis, si la fréquence n'est pas régulière, je ferai donc la méthode des 6 secondes. Donc, je calcule le nombre de cycles par 6 secondes et je multiplie par 10. Après la fréquence cardiaque, ce que je dois faire, donc voir le rythme. Est-ce qu'il est sinusal ou pas? Ça va, vous m'entendez? Vous suivez? Donc, je vérifie est-ce que mon rythme est sinusal ou pas. S'il n'est pas sinusal, donc je dois préciser quel rythme. Puisqu'on a fait la pathologie, donc s'il y a un BAV, je dirais qu'il y a un BAV. S'il y a une tachycardie, je dirais qu'il y a une tachycardie, AQRS large, AQRS fin. Donc, je dois me... Est-ce qu'elle est régulière? Elle n'est pas régulière? D'accord. Donc, donc, si c'est normal, je dirais sinusal. Si c'est pas anormal, je dirais dans quel rythme j'ai. Après, donc, le rythme, je vais voir l'intervalle PR. Est-ce que le PR est constant? Donc, est-ce qu'il est égal dans tous les cycles? Est-ce qu'il est dans les normes? Donc, ça va alors, est-ce qu'elle est entre 120 millisecondes et 200 millisecondes? OK. Et puis, je vois le l'an de P. Donc, l'an de P, normalement, c'est vous qui faites cette conclusion. L'an de P, sa durée et son amplitude. Donc, si elle est ample, c'est une HAD, hypertrophie auriculaire droite. Si elle est large, c'est une HAG. Donc, après, je vois le QRS. Le QRS, je calcule son axe. Donc, on a vu comment calculer l'axe du QRS. Je vois sa durée, donc la durée normale inférieure à 0,08 secondes. Si elle est supérieure, donc je dois chercher l'anomalie qui a donné ça. Est-ce que c'est un bloc de branche? Est-ce que c'est autre chose? D'accord?
Donc, si c'est là, je vais voir la morphologie. Est-ce que c'est un bloc de branche droit? Est-ce que c'est un bloc de branche gauche? D'accord? Après, donc, après la durée, je vais voir l'amplitude. Donc, l'amplitude, on a dit, c'est les indices qu'il faut apprendre, d'accord? Il faut les avoir en tête. Après l'amplitude, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, vous êtes avec moi? Donc, après l'amplitude, il y a la morphologie. Donc, la morphologie, on a vu la morphologie normale en précordial, même en périphérique. Donc, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'onde pathologique, qu'il y a une progression normale des ondes R et des ondes S. Après le QRS, donc il faut voir le segment ST qui doit être isoélectrique. Sinon, s'il est sus-décalé, je décrirai le sus-décalage. Donc, dans quelle dérivation, il est comment, convexe, concave et tout. S'il y a un sous-décalage, il faut le décrire aussi. Et puis, je vois l'onde T, je vois sa morphologie asymétrique, je vois qu'elle n'est pas très ample, je vois qu'elle est, bon, si elle est pathologique, je dois aussi la décrire. On verra dans quel cas. Donc, quand vous ferez les syndromes coronaires aigus, vous verrez dans quel cas on peut avoir une onde T positive symétrique, une onde T négative. On peut trouver aussi des ondes T négatives dans quel cas? En cas de péricardite, encore une fois, on peut les trouver aussi dans dans toutes les anomalies. Par exemple, si j'ai un bloc de branche, je peux trouver des ondes T négatives. On parle de troubles on parle de troubles secondaires de la repolarisation. Quand il y a une anomalie de la dépolarisation qui est suivie d'une anomalie de la repolarisation, on parle de troubles secondaires. Par exemple, si vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche et vous avez des T négatifs en V5, V6 et en D1, VL, on parle de troubles secondaires de la repolarisation. Si vous avez par exemple un bloc de branche droit, vous avez des T négatifs en V1, V2. Ça, c'est secondaire. Ça veut dire que quand la dépolarisation est anormale, la repolarisation l'est aussi. Par contre, je peux trouver des troubles primaires. Par exemple, dans les syndromes coronaires aigus, donc j'ai directement des anomalies de la repolarisation avant d'avoir des anomalies du QRS. D'accord? Même en cas de péricardite, je peux avoir des troubles, on va dire, primaires de la repolarisation. Est-ce que vous comprenez cette différence entre primaire et secondaire? Troubles secondaires de la repolarisation ou troubles primaires? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, docteur. Très bien. Donc, après la repolarisation, je vois mon QT. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est normal? Alors, pourquoi je calcule QT? Ça, j'ai oublié d'en parler. Pourquoi on calcule le QT? Pour tout ce qu'on a fait, donc on voit l'intérêt de faire la chose. Pourquoi je calcule l'axe? Parce que s'il n'est pas normal, ça peut être une hypertrophie, ça peut être un trouble conductif. D'accord? La repolarisation, donc si elle est normale, ça peut être un syndrome coronaire. Donc le QT, pourquoi je le calcule? Quel est l'intérêt? Pardon? Je n'ai pas entendu malheureusement. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, le QT, il y a une notion, quand le QT est lent, ça expose à quoi? Si le QT est lent, ça expose à quoi? Non, c'est pas un trouble métabolique. Non, le QT, c'est pas le bloc de branche. Le bloc de branche, c'est uniquement le QRS, hein, c'est pas le QT. Donc, le QT, s'il est allongé, il expose à quoi? Donc, le QT, s'il est allongé, il expose à la mort subite. D'accord? Donc, si on a un QT prolongé, ça veut dire qu'on peut faire un trouble du rythme grave. D'accord? Un trouble du rythme qui peut être mortel. Alors, le QT lent, ça peut être une anomalie. Vous vous rappelez de la première séance, on a parlé des canaux. Donc, une anomalie génétique des canaux peut donner un QT lent. Et dans ce cas-là, ça peut être donc ça peut être une cause de mort subite. Il y a des familles qui ont cette pathologie, donc le QT lent congénital, qui font des morts subites. En tout cas, ils peuvent faire une syncope, d'accord, mais ça peut se compliquer aussi d'une mort subite. Donc, on peut trouver des morts subites familiales chez les familles qui ont des QT lents. Le QT lent peut être aussi acquis. Donc, parfois, par exemple, en cas d'hypocalémie, je peux avoir un QT lent. Il y a certains médicaments qui allongent le QT. D'accord? Donc, si je trouve un QT lent, je dois chercher la cause. Donc, si c'est un QT lent congénital, je dois discuter la mise en place d'un défibrillateur. Un défibrillateur, c'est une pile qui va choquer en cas de trouble du rythme grave. D'accord?
Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. L'essentiel pour vous, il ne faut jamais interpréter un ECG sans finir par le QT. Parce que, par exemple, un patient qui consulte pour une syncope, vous trouvez un QT lent. Vous avez la réponse à la question. Pourquoi le patient a syncopé? Il a dû faire un trouble du rythme grave qui est en relation avec son QT lent. D'accord? Voilà, donc on finit l'interprétation de l'ECG par le QT et puis on va dire, on va dire que le rythme est sinusal par exemple à je ne sais pas combien. Si on a trouvé des anomalies, il faut les citer en conclusion. Donc voilà, est-ce que c'est difficile de faire l'interprétation de l'ECG? Donc il faut suivre ce plan pour ne pas se tromper. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez tout compris? Oui, docteur, ça va. Il faut s'entraîner. Voilà. Malheureusement, là, j'ai préparé des ECG juste tout à l'heure sur la même présentation et j'arrive pas à les trouver. Malheureusement, c'était à la fin de ma présentation, mais je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut avoir une idée comment récupérer donc, le fichier que j'ai préparé tout à l'heure. Là, j'ai vu sur gérer les versions, j'ai pas trouvé. Donc sinon, ce sera pour une autre fois. Malheureusement, j'ai pas trouvé mes ECG. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, sinon, je vous montre un exemple de l'hypercalémie, d'accord? Attendez juste, je vais voir ça. Donc, je vais juste vous montrer des ECG d'hypercalémie, comment évolue l'ECG après une hypercalémie. J'essaie juste de... Malheureusement, il y a un problème avec mon fichier. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de questions. Alors, je vous donne juste un exemple. Donc, comme on a dit au cours de la première séance, donc, le CG ne permet pas de détecter uniquement les anomalies cardiaques. Mais quand vous avez des anomalies extracardiaques, principalement métaboliques, ça peut être détecté par le CG. D'accord? Là, vous voyez par exemple l'exemple de l'hypercalémie. Donc, au début, donc, vous avez surtout, attendez, je mets un pointeur. Donc, vous avez l'onde de T qui est ample, d'accord? Et puis, vous avez le QRS qui s'élargit. Plus la valeur augmente de la calémie, plus le QRS s'élargit. Mais à la longue, je peux avoir le QRS élargi et l'onde de T, elle est aussi. Donc, le QRS surtout, il est large, l'onde de T est positif, contrairement à l'hypocalémie où l'onde de T, c'est négatif. D'accord? Et puis, à la longue, je peux avoir des QRS qui sont très, très larges, donc au point de donner cet aspect. Ça, c'est un rythme, on peut dire que si le patient a ce rythme, il est en arrêt cardiaque. D'accord? Donc, la calémie est très importante. Donc, la calémie, c'est mortel. C'est mortel par le biais des troubles du rythme, des troubles du rythme cardiaque. Est-ce qu'il y a des... Donc ça, c'est un exemple. Et je vous invite à voir donc ce qu'on peut trouver en cas d'hypercalémie, d'hypocalémie. D'accord? Vous êtes censé connaître donc l'hypercalémie et l'hypocalémie et ça peut tomber donc à l'examen. Donc c'est les principales plutôt anomalies ioniques qu'il faut connaître. Les autres, on ne vous demandera pas. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on programmera une autre séance pour faire des ECG. Est-ce qu'on peut avoir comme signe clinique suite à ces anomalies? Alors, ce que je n'ai pas mis ici, c'est le BAV. Donc, on peut avoir un BAV. Alors, s'il y a un BAV, je peux avoir tous les signes cliniques d'un BAV. Soit une asthénie, soit je peux avoir une syncope. D'accord.
En général, cette hypercalémie, je ne la trouve pas comme ça. Elle ne vient pas seule. Donc, en général, l'hypercalémie, c'est soit une insuffisance rénale importante, hein, sévère, soit une rhabdomyolyse, par exemple, une ischémie aiguë d'un membre et tout. Du coup, normalement, le tableau est très bruyant parce qu'il y a d'autres anomalies. Mais je trouverai les anomalies du rythme, par exemple, une syncope, une asthénie, d'accord, en plus des signes de la pathologie qui a donné ça, en général, qui est grave. Hein. Parce que quelqu'un qui fait une hypercalémie, insuffisance rénale importante, en général, il a d'autres signes parce qu'il a une urée qui est élevée, d'accord. Même la même chose pour quelqu'un qui fait une rhabdomyolyse, quelqu'un qui fait une ischémie d'un membre ou quelqu'un qui a fait un accident. Donc, vous trouverez d'autres signes, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le CG est clair pour vous maintenant? Est-ce qu'il paraît toujours difficile? J'aurais aimé avoir les, enfin les ECG que j'ai préparés tout à l'heure. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ce sera pour une autre fois. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter la réunion. Et il y a une autre remarque, vous êtes très peu nombreux. Est-ce que vous avez, je sais que vous êtes là, mais est-ce que vous avez une idée pourquoi il n'y a pas assez d'étudiants? Normalement, vous êtes presque une soixantaine. Et même les A2 sont autorisés. Pourquoi vous n'êtes que 17 ou vous êtes 15? Parce qu'avec moi, c'est la 16e. Bon, connexion mauvaise, même chez nous, elle est mauvaise. Hein. À chaque fois, ça se coupe, on revient, on travaille avec ce qu'il y a. Ok, alors je vous laisse. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer et puis on programmera une autre séance juste pour interpréter des ECG. Mais il faut justement faire ce qu'on a fait pour que vous puissiez, pour que vous puissiez interpréter d'une bonne manière l'ECG. Donc, il faut connaître tous vos indices, toutes les normes, d'accord? Comme ça, vous pouvez bénéficier, donc vous pourrez bénéficier de l'interprétation des ECG. Bon, ECG pathologique, on l'a fait en réalité en parallèle et vous le faites aussi avec les cours, d'accord? Donc, mais en tout cas, je vous ferai des ECG pathologiques à interpréter. Mais l'ECG pathologique n'est pas l'ECG pathologique, c'est tout au long de votre stage, d'accord? Et j'ai essayé quand même de l'introduire avec maintenant. Donc, quand j'ai fait ECG normal, à chaque fois, je vous disais, donc, si vous avez ça, si vous avez par exemple une P allongée, ça veut dire que c'est une HAG. C'est ça le CG pathologique. Les troubles du rythme aussi, c'est le CG pathologique. Donc, vous avez l'impression de ne pas faire le CG pathologique, mais il est en train de se faire. D'accord, donc déjà avec les cours, et même au cours de mon TD, j'ai parlé beaucoup de CG pathologiques. Et on fera aussi, bien sûr, un entraînement sur des ECG. D'accord, malheureusement, j'ai sélectionné plusieurs et je ne les trouve pas, donc ce sera pour la prochaine fois. Alors, s'il y a rien à dire, on peut arrêter. Ok, je vous en prie. Alors, on arrête pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.